Au début du XXe siècle, l'Égypte est une nation enchaînée. Officiellement une monarchie indépendante depuis 1922, elle reste en réalité sous la tutelle écrasante de l'Empire britannique, qui contrôle ses finances, son armée, son canal stratégique et même sa politique étrangère. Derrière le vernis du pouvoir royal, les décisions essentielles sont dictées par Londres. L'Égypte est une terre d'injustice, une poudrière sociale et politique. C'est dans ce contexte tendu, en pleine effervescence nationaliste, qu'un enfant voit le jour dans le quartier populaire de Bako à Alexandrie. Il s'appelle Gamal Abdel Nasser. Fils d'un modeste employé des postes, il grandit entre les espoirs d'un peuple en lutte et les contradictions d'un pays à la croisée des chemins. Rien ne laissait encore présager qu'il deviendrait, un jour, l'homme qui allait redessiner les contours de l'Égypte et du monde arabe tout entier. 15 janvier 1918, dans le quartier modeste de Bako à Alexandrie, un cri fend l'air. C'est celui d'un nouveau-né que l'on nommera Gamal Abdel Nasser Hussein. Son père, Abdel Nasser Hussein, est un fonctionnaire des postes, originaire de Benimor, un petit village près d'Assiout, en Haute-Égypte. Sa mère, Fahima, vient d'une famille citadine plus éduquée. Dès sa naissance, Gamal hérite d'un double héritage, le sang paysan de la Haute-Égypte, fier, dur et enraciné, et l'esprit urbain d'Alexandrie, cosmopolite et politique, alors un carrefour du monde arabe, grec, juif et arménien. Mais ce n'est pas un monde de paix. L'Égypte, bien que théoriquement indépendante depuis 1922, est sous la coupe de l'Empire britannique. L'élite gouvernante est une aristocratie liée aux colons. Le roi Fouad Ier, puis Farouk, règne dans le luxe tandis que les campagnes crèvent de faim. Gamal est un enfant silencieux, mais observateur. Il voit les inégalités, il sent la tension. Il comprend très tôt que quelque chose ne tourne pas rond. Lorsqu'il joue avec ses camarades, il remarque que ceux qui portent des noms anglais sont respectés, tandis que les autres, comme lui, sont méprisés. Mais c'est en 1930, à l'âge de 12 ans, que sa conscience politique s'éveille brutalement. Lors d'une manifestation nationaliste contre la domination britannique, Gamal se mêle à la foule. Il porte une pancarte, il crie des slogans, comme tant d'autres jeunes idéalistes. Mais très vite, la police royale intervient. Les coups pleuvent. Un bâton s'abat sur sa tête. Il s'effondre. Son visage est couvert de sang. Cette image le hantera toute sa vie. Alors qu'il rentre chez lui, blessé, ses parents sont choqués, mais lui est transformé. Il comprend que l'Égypte est un pays occupé. Que la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Il commence alors à lire frénétiquement, Mustapha Kamil, Saad Zagloul, les révolutionnaires égyptiens du passé. Il s'intéresse à la Révolution française, à Garibaldi en Italie, à l'indépendance indienne. Il découvre le rôle des militaires dans les grands bouleversements. Pour lui, le soldat n'est pas seulement un guerrier, c'est un moteur de l'histoire. À 17 ans, Nasser part pour le Caire et tente d'entrer dans la prestigieuse académie militaire égyptienne. Mais il échoue. Son origine modeste, son absence de relations aristocratiques, et surtout son activisme politique le rendent suspect aux yeux des autorités. Mais il ne baisse pas les bras. Il s'inscrit à la faculté de droit, tout en multipliant les tentatives pour rejoindre l'armée. L'atmosphère est étouffante, partout, on parle de la montée du fascisme, de l'indépendance de l'Inde, des luttes en Afrique du Nord. En 1937, il est enfin admis à l'Académie militaire après des pressions politiques et l'assouplissement des critères d'admission. C'est un tournant. Là, il rencontre Anwar el-Sadat, Abdel Hakim Amer, et d'autres jeunes officiers issus des classes moyennes ou pauvres. Tous partagent le même rêve, libérer l'Égypte. Nasser devient officier. Il est envoyé en garnison dans le Soudan anglo-égyptien, une colonie contrôlée par Londres. Là, il observe de près l'arrogance coloniale, les humiliations infligées aux soldats locaux. Mais il étudie aussi l'histoire militaire, la politique internationale, les conflits en cours. De retour en Égypte, il se rapproche de groupes nationalistes, mais reste discret. Il lit Marx, mais rejette le marxisme total. Il admire les islamistes pour leur ferveur, mais refuse leur idéologie religieuse radicale. Il croit en une troisième voie, le nationalisme arabe, inspiré par les héros de l'unité, comme Saladin. En parallèle,
il commence à recruter en secret parmi les jeunes officiers. Il parle d'un futur renversement. Il jette les bases de ce qui deviendra les officiers libres. Mais c'est la guerre de Palestine qui va définitivement le radicaliser. En mai 1948, Israël déclare son indépendance. Les pays arabes, dont l'Égypte, entrent en guerre. Nasser est envoyé au front avec son bataillon. Il croit alors défendre la cause arabe, la liberté des Palestiniens, la dignité régionale. Mais ce qu'il découvre est un désastre militaire et moral. Les troupes égyptiennes sont mal équipées. Les ordres sont contradictoires. Les munitions sont défectueuses, certaines explosent dans les mains des soldats. Les officiers supérieurs sont corrompus ou incompétents. Pire, dans certaines zones, Nasser croit voir les troupes britanniques fermer les yeux sur l'avance israélienne. Il commence à soupçonner des accords secrets entre la monarchie égyptienne et les Britanniques, voire avec les sionistes. Il est persuadé que la guerre a été trahie de l'intérieur. Le comble survient lorsqu'il est assiégé dans le village de Fallujah avec ses hommes. Pendant des semaines, sans renfort, sans ordre clair, ils tiennent leur position. C'est là que Nasser gagne le respect de ses soldats, il mange comme eux, combat avec eux, soigne les blessés. Mais il rentre brisé, amer, et surtout convaincu que l'Égypte ne pourra jamais se relever tant qu'elle sera dirigée par des pantins. De retour au Caire, il écrit un journal de guerre, non publié de son vivant, dans lequel il raconte ses réflexions. Il y décrit le système monarchique comme un cancer. Il parle d'un régime corrompu, indifférent, servile face à Londres. Il évoque les souffrances du peuple, la trahison des élites, la manipulation des religieux. C'est aussi le moment où il comprend que la seule issue est un coup d'État. Pas une révolution de masse, pas une insurrection religieuse, mais un renversement militaire organisé, rapide, stratégique. Avec ses compagnons d'armes, il structure un véritable réseau clandestin. Chaque membre est recruté avec soin. Il jure fidélité à la patrie, et non à un parti. L'objectif est clair, chasser le roi Farouk, expulser les Britanniques, rendre la dignité au peuple. Mais Nasser sait que pour réussir, il faut attendre le bon moment. Et ce moment approche. Le soleil du 23 juillet 1952 n'était pas un soleil comme les autres. Ce jour-là, alors que le Caire semblait s'endormir dans une torpeur d'été, un petit groupe d'hommes décidés, au cœur palpitant, avançait en silence vers le destin. À leur tête, Gamal Abdel Nasser, 34 ans, regard ferme, silhouette solide et uniforme kaki impeccablement ajusté. Ce n'était plus le jeune rêveur d'Alexandrie ni le nationaliste clandestin de l'académie militaire. Il était désormais un stratège, un chef de file, un symbole. L'heure de la révolution avait sonné. Après les humiliations successives de la guerre israélo-arabe de 1948, Nasser avait compris une chose essentielle, l'Égypte ne pouvait se libérer sans d'abord renverser ses chaînes intérieures. La monarchie corrompue du roi Farouk, inféodée aux intérêts britanniques, symbolisait tous les maux du pays. En secret, avec un cercle restreint d'officiers patriotes, il fonda en 1949 le Comité des officiers libres, un mouvement militaire clandestin décidé à libérer l'Égypte par les armes. Nasser en était l'âme discrète mais centrale. Il préférait rester en retrait, utilisant d'autres visages comme celui du général Mohamed Naguib, plus âgé, plus populaire, et donc plus susceptible d'obtenir le soutien de l'armée. C'était un homme de stratégie, qui savait qu'une révolution ne se gagnait pas seulement par la force, mais aussi par la perception. Le 22 juillet 1952 au soir, alors que les rues du Caire se vidaient, Nasser donna l'ordre de lancer l'opération. Les officiers libres, bien entraînés et coordonnés, prirent rapidement le contrôle des infrastructures clés, le QG de l'armée, la radio nationale, les ministères. Au petit matin, la radio diffusait un message lu par le général Naguib, annonçant que l'armée avait pris le pouvoir pour sauver la nation. Le roi Farouk, pris de court, fut contraint d'abdiquer. Le 26 juillet, il embarqua sur un yacht pour l'exil en Italie, sous les regards froids d'un peuple las de l'oppression. C'était la fin de la monarchie. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Dès la chute du roi, les officiers libres instaurèrent un conseil du commandement de la Révolution, CCR, dirigé officiellement par Mohamed Naguib mais piloté dans l'ombre par Nasser. Le CCR suspendit la Constitution, dissout les partis politiques et lança une série de réformes économiques et sociales.
L'objectif était clair, mettre fin aux injustices féodales, briser le pouvoir de l'aristocratie, et redistribuer la terre aux paysans. La réforme agraire de 1952 fut l'un des premiers grands gestes du nouveau régime. Elle limitait la propriété foncière à 200 fédans par personne, redistribuant le reste aux paysans. Cette mesure fit de Nasser un héros pour les classes populaires, mais un ennemi pour les anciens notables. Cependant, au sein même du CCR, des tensions naquirent rapidement entre Naguib, plus modéré, et Nasser, plus radical et visionnaire. Naguib voulait un retour rapide à la démocratie. Nasser, lui, pensait que seule une période de transition autoritaire permettrait d'éviter le chaos. Ce duel atteignit son paroxysme en 1954. Naguib, de plus en plus isolé, tenta d'imposer une libéralisation politique. Mais Nasser, fort de son influence dans l'armée, organisa sa mise à l'écart. En mars 1954, Naguib fut contraint à la démission, puis placé en résidence surveillée. Le 14 novembre 1954, Nasser devint officiellement le premier ministre d'Égypte, avant d'en être élu président en 1956. C'était désormais lui le maître du jeu. Le 26 octobre 1954, alors qu'il prononçait un discours à Alexandrie devant des milliers de personnes, Nasser échappa de peu à un attentat. 8 coups de feu furent tirés en sa direction par un membre des Frères musulmans, un mouvement islamiste qu'il avait initialement soutenu avant de le considérer comme une menace. Par miracle, aucune balle ne l'atteignit. Nasser, imperturbable, poursuivit son discours comme si de rien n'était. Ce moment devint un symbole. Il déclara, d'une voix ferme: « Je suis prêt à mourir pour cette nation, mais je ne me rendrai jamais. Vive l'Égypte libre !» L'attentat renforça sa légitimité. Dans les semaines suivantes, il interdit les Frères musulmans, arrêta des milliers de membres, et consolida son pouvoir personnel. Son image d'homme providentiel, prêt à mourir pour son peuple, fut gravée dans le marbre de l'opinion publique. Entre 1954 et 1956, Nasser travailla à donner une nouvelle identité à l'Égypte. Il lança des projets de développement ambitieux, nationalisa les grandes industries, fit émerger une élite technocratique fidèle, et poursuivit la redistribution des terres. Il mit aussi en place une puissante propagande d'État, affiches, discours radiodiffusés, journaux, tout servait à diffuser l'image d'un leader courageux, moderne, incorruptible. Dans les rues du Caire, dans les campagnes du delta du Nil, jusque dans les écoles, le visage de Gamal Abdel Nasser était partout. Il devint un symbole d'unité et de renaissance pour un peuple longtemps humilié. Mais Nasser ne voulait pas seulement une Égypte libre, il rêvait d'un monde arabe uni, fort et décolonisé. L'année 1955 marque un tournant majeur dans le parcours de Gamal Abdel Nasser. Après avoir solidifié son pouvoir à la suite de la marginalisation de Mohamed Naguib et neutralisé les Frères musulmans, Nasser tourne résolument son regard vers l'extérieur. Son ambition, faire de l'Égypte le cœur battant du monde arabe. Une Égypte fière, indépendante, et capable d'inspirer l'ensemble du continent africain et du Moyen-Orient. Son rêve dépasse les frontières de son pays. Il veut l'unité arabe. Il veut la justice sociale. Et il veut surtout mettre fin à la mainmise de l'Occident sur les richesses de la région. Dès 1955, Gamal Abdel Nasser devient l'un des chefs de file du panarabisme. Cette idéologie vise à unir les peuples arabes sous une même bannière, en brisant les divisions imposées par les accords coloniaux comme Sykes-Picot. Pour Nasser, cette union doit se faire autour d'une lutte commune contre l'impérialisme, mais aussi autour de valeurs partagées, langue, culture, religion et histoire. Dans les grands rassemblements populaires, la voix de Nasser résonne puissamment, les Arabes sont un seul peuple, unis par un même destin. Il devient une figure adulée, un symbole de résistance face aux puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni et la France. Mais cette montée en puissance n'est pas sans provoquer des remous. Les monarchies conservatrices du Golfe voient en Nasser un agitateur dangereux. L'Arabie saoudite, en particulier, redoute la montée des idées socialistes et révolutionnaires que le président égyptien commence à diffuser dans ses discours. En avril 1955, Nasser participe à la conférence de Bandung, en Indonésie. Cet événement est crucial. Il y rencontre d'autres géants du tiers-monde, Nehru de l'Inde, Sukarno de l'Indonésie, Tito de la Yougoslavie et Zhou Enlai de la Chine. Ensemble, ils posent les bases du mouvement des non-alignés,
une troisième voie pour les pays récemment indépendants ou en voie de libération, refusant de se soumettre au bloc soviétique et américain. À Bandung, Nasser impressionne. Il parle avec passion de la lutte contre le colonialisme, de l'unité africaine et arabe, et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y gagne une stature internationale. Il devient l'un des visages les plus influents de la nouvelle ère post-coloniale. Le point culminant de cette affirmation d'indépendance survient la même année avec l'affaire des armes tchèques. Face au refus des États-Unis et de la Grande-Bretagne de fournir à l'Égypte des armes modernes, à moins de se soumettre à leur politique, Nasser décide de se tourner vers l'Union soviétique indirectement. C'est donc à travers la Tchécoslovaquie qu'un gigantesque contrat d'armement est signé. Pour la première fois, un pays arabe rompt symboliquement avec la dépendance militaire occidentale. Ce geste est perçu comme une gifle par Londres et Washington. Mais pour le peuple égyptien et les autres peuples opprimés, c'est un acte de fierté et de courage. Nasser devient un héros du monde non aligné. Dans sa quête de modernisation, Nasser lance un projet colossal, la construction du barrage d'Aswan. Ce projet vise à réguler le Nil, prévenir les inondations et générer de l'électricité pour l'industrialisation du pays. Au départ, les États-Unis et la Banque mondiale promettent de financer le projet. Mais Nasser, de plus en plus perçu comme un allié des Soviétiques, finit par être lâché par les Occidentaux. Le 19 juillet 1956, Washington et Londres annoncent le retrait de leur soutien financier. Ce camouflet n'allait pas rester sans réponse. Le 26 juillet 1956, lors d'un discours flamboyant à Alexandrie, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez, jusque-là contrôlé par une compagnie franco-britannique. Ce canal, artère vitale du commerce international, est depuis des décennies un symbole du pillage colonial. Lorsque Nasser prononce le nom codé, Ferdinand de Lesseps, dans son discours le nom de l'ingénieur français à l'origine du canal, ses hommes entrent immédiatement en action et prennent le contrôle des bureaux de la compagnie à Ismaïlia. C'est une opération spectaculaire, préparée dans le plus grand secret. Le peuple égyptien est en liesse. Dans les rues, on chante le nom de Nasser. Mais à Londres et à Paris, la colère est immense. Le Premier ministre britannique Anthony Eden considère cet acte comme un affront inacceptable. À Tel Aviv, les dirigeants israéliens y voient une opportunité d'affaiblir un adversaire de plus en plus influent. Fin octobre 1956, une alliance secrète entre la France, la Grande-Bretagne et Israël est conclue à Sèvres. L'opération prévoit une invasion coordonnée, Israël attaquerait le Sinaï, ce qui donnerait un prétexte aux puissances occidentales pour intervenir, sous couvert de séparation des belligérants, et ainsi reprendre le canal. L'opération est lancée. L'Égypte est bombardée. L'armée israélienne envahit le Sinaï. Les troupes françaises et britanniques débarquent à Port Saïd. Militairement, Nasser est dépassé. Mais politiquement, il gagne la bataille. Pourquoi ? Parce que l'Union soviétique menace d'intervenir militairement. Et surtout, les États-Unis alliés habituels de Londres et Paris condamnent l'agression et exigent le retrait immédiat des forces d'invasion. Sous la pression de Dwight Eisenhower et de l'ONU, les agresseurs reculent. La victoire est éclatante pour Nasser. Il a tenu tête à 3 grandes puissances. Il est devenu le héros du monde arabe et du tiers-monde. Des foules immenses acclament son nom à Damas, Alger, Bagdad, Khartoum et Accra. En quelques jours, il a forgé une légende. Après la crise de Suez, Nasser devient plus qu'un président, il devient une icône. Son portrait est brandi dans les rues du Yémen au Maroc, en passant par le Liban. Il incarne la revanche des peuples colonisés. À l'intérieur du pays, son pouvoir se consolide. Il restructure l'armée, renforce les services de renseignement, met au pas l'opposition, et poursuit son projet de développement. Le régime devient plus autoritaire, mais conserve une base populaire forte, nourrie par un profond sentiment de fierté nationale. À l'international, Nasser devient l'allié incontournable des mouvements de libération. Il soutient le FLN algérien, les indépendantistes congolais, les nationalistes palestiniens, les révolutionnaires du Yémen du Sud et bien d'autres. Le Caire devient un sanctuaire pour les luttes anticoloniales. Fort de sa popularité, Nasser lance en 1958 un projet audacieux, l'unification de l'Égypte et de la Syrie au sein d'une République arabe unie, RAU. C'est un geste historique. Pour la première fois,
deux États arabes fusionnent sous une même bannière. Nasser devient président de la RAU. La capitale reste le Caire. Des slogans grandioses fleurissent, une nation, un peuple, un destin. Mais rapidement, des tensions apparaissent. Les Syriens se sentent marginalisés, les militaires égyptiens dominent l'administration, et l'union est davantage symbolique que réelle. Le 28 septembre 1961, un coup d'État militaire éclata à Damas. En quelques heures, la République arabe unie, RAU, volait en éclats. Pour Nasser, c'était plus qu'un revers diplomatique, c'était un coup porté à son rêve d'unité panarabe. L'union avec la Syrie, proclamée en 1958, avait représenté l'aboutissement de son idéologie, un monde arabe soudé face à l'impérialisme occidental. Pourtant, sur le terrain, la réalité était bien plus complexe, centralisation excessive au Caire, marginalisation des officiers syriens, tensions économiques et sociales. Le ressentiment couvait. Quand les officiers syriens renversèrent la RAU, Nasser fut bouleversé. Dans un discours télévisé, il annonça sa démission, mais la rue égyptienne s'enflamma, des foules massives réclamèrent son retour. Il se rétracta, tira les leçons de cet échec et jura de poursuivre le combat de l'unité. Mais une fissure était apparue dans le ciment de sa légende. Face à l'échec de la RAU, Nasser intensifia la transformation interne de l'Égypte. Dès 1962, il lança la Charte nationale, véritable manifeste de sa vision politique, un socialisme arabe qui rejetait le marxisme orthodoxe mais prônait une économie planifiée, une justice sociale, l'indépendance économique et la nationalisation des secteurs stratégiques. Il mit en place l'Union socialiste arabe, USA, un parti unique censé structurer la participation populaire au pouvoir. Il poursuivit une vague de nationalisation, grandes entreprises industrielles, banques, compagnies étrangères. Des millions d'Égyptiens obtinrent un accès élargi à l'éducation et à la santé. Les universités se remplirent d'enfants issus des campagnes. Les paysans furent intégrés dans les coopératives agricoles, et des logements sociaux sortirent de terre. Le barrage d'Aswan, construit avec le soutien soviétique, devint un symbole éclatant de cette transformation. Mais cette révolution sociale avait un coût, la bureaucratie enfla, l'économie souffrait d'une gestion étatique rigide, et les élites traditionnelles furent souvent remplacées par des loyalistes incompétents. L'inflation monta, les pénuries apparurent, et la répression contre les voix critiques notamment les frères musulmans s'intensifia. Dans le monde arabe, malgré l'échec syrien, Nasser restait une figure incontournable. Il soutenait activement les mouvements révolutionnaires, le FLN en Algérie, les Fédayines palestiniens, les mouvements de libération en Afrique. Il accueillait au Caire des intellectuels, des militants, des révolutionnaires du monde entier. La radio, Sawt al-Arab, la voix des Arabes, diffusait ses messages en boucle à travers le Moyen-Orient. En 1963, le parti Baas prit le pouvoir en Irak et en Syrie. Nasser tenta de raviver le rêve d'union. Des discussions eurent lieu avec les nouveaux dirigeants, mais les désaccords idéologiques et la méfiance mutuelle bloquèrent tout progrès. L'unité arabe, à laquelle il croyait tant, semblait désormais un mirage. Tout au long des années 60, les tensions avec Israël montèrent en flèche. Nasser soutenait les Fédayines palestiniens, notamment l'OLP fondée en 1964. Israël considérait ces actions comme des provocations. En 1966, l'incident de Samoua en Cisjordanie alimenta un cycle de représailles. Le climat régional devint explosif. En mai 1967, Nasser fit un geste dramatique, il demanda le retrait des forces onusiennes stationnées dans le Sinaï, déploya massivement son armée à la frontière israélienne et ferma le détroit de Tiran à la navigation israélienne. Ce blocus maritime fut perçu comme un casus belli par Israël. La rhétorique panarabe s'enflamma. Les foules criaient « à Tel Aviv ». Nasser semblait convaincu que la guerre n'éclaterait pas, ou du moins qu'elle serait limitée. Il se trompait. Le 5 juin 1967, Israël lança une attaque fulgurante. En 6 jours, l'armée israélienne détruisit l'essentiel de l'aviation égyptienne au sol, traversa le Sinaï, atteignit le canal de Suez. La Jordanie perdit Jérusalem-Est et la Cisjordanie. La Syrie perdit le plateau du Golan. L'Égypte fut anéantie. Le choc fut immense. Le mythe de l'invincibilité de Nasser s'effondra. Le soir du 9 juin,
il apparut à la télévision, les traits tirés, et annonça sa démission. Mais encore une fois, le peuple le supplia de rester. Des millions de personnes descendirent dans les rues, criant son nom. Nasser céda à nouveau. Il resta au pouvoir, mais l'homme n'était plus le même. Les années qui suivirent furent marquées par l'amertume et les désillusions. Nasser engagea une reconstruction militaire avec l'aide soviétique, mais il savait qu'il ne verrait pas la revanche. Il fit preuve d'une humilité nouvelle, plus discret, plus réfléchi. Il limogea certains officiers responsables de la défaite, renforça les services de renseignement, et tenta de relancer l'économie égyptienne, exsangue. Sur le plan régional, il œuvra à ressouder les liens entre les pays arabes. Il participa activement à la conférence de Khartoum en 1967, où fut adoptée la fameuse doctrine des « trois non », pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance, pas de négociation. Pourtant, derrière les sourires officiels, la solidarité arabe s'effritait. Nasser soutint les Palestiniens, notamment le Fatah de Yasser Arafat, qu'il rencontra à plusieurs reprises. Mais il savait que le conflit israélo-palestinien ne serait pas résolu de son vivant. Il était désormais un homme vieillissant, fatigué, tiraillé entre ses idéaux et la réalité. En septembre 1970, une nouvelle crise éclata, les affrontements sanglants entre l'armée jordanienne et les fédayines palestiniens, lors du « Septembre noir ». Nasser intervint personnellement pour désamorcer le conflit. Il organisa une réunion d'urgence à Khartoum, rassemblant Hafez al-Assad, Yasser Arafat et le roi Hussein. Ce fut sa dernière grande action diplomatique. Le 28 septembre 1970, peu après le sommet, Gamal Abdel Nasser s'effondra dans son bureau. Victime d'une crise cardiaque foudroyante, il s'éteignit à l'âge de 52 ans. Son cœur, usé par les tensions, les échecs, les responsabilités titanesques, avait lâché. Le Caire fut plongé dans le deuil. Plus de 5 millions de personnes suivirent ses funérailles. Des pleurs collectifs secouèrent le pays. Des femmes se frappaient la poitrine, des hommes sanglotaient. Les chefs d'État arabes étaient présents. Même ceux qui l'avaient critiqué vinrent lui rendre hommage. La douleur dépassait les frontières de l'Égypte. Gamal Abdel Nasser laissa un héritage complexe, contradictoire mais inoubliable. Il échoua à unir durablement le monde arabe, perdit une guerre catastrophique contre Israël, et son modèle socialiste montra vite ses limites. Mais il brisa le joug du colonialisme, affirma la souveraineté de l'Égypte, donna une voix aux opprimés et incarna pendant plus d'une décennie l'espoir d'un monde arabe digne, libre et souverain. Son image hante encore l'histoire contemporaine. Pour beaucoup, il reste le dernier géant arabe. Un homme à la stature mythique, tombé non pas pour avoir été faible, mais pour avoir rêvé trop grand. Si l'histoire de Gamal Abdel Nasser vous a appris quelque chose, vous a ému ou vous a simplement donné envie d'en savoir plus sur les figures qui ont marqué notre histoire, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est un geste simple, mais c'est un vrai coup de pouce pour continuer à faire vivre ces récits essentiels, souvent oubliés, mais ô combien inspirants. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous, et surtout, de parcourir les autres portraits disponibles sur la chaîne. Vous y trouverez des destins extraordinaires, des combats nobles, et des voix africaines qui ont changé le cours de l'histoire. Notre histoire ne commence pas avec l'oppression, elle commence avec la grandeur. Elle ne parle pas que de chaînes, elle parle aussi de couronnes, de rêves, et de résistance. Activez la cloche pour ne rater aucun de nos prochains voyages à travers le temps et la mémoire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel hommage à celles et ceux qui ont façonné l'âme de notre continent.